C'est un sentiment incroyable pour un jeune chercheur inconnu de devenir du jour au lendemain un spécialiste. Ce n'est pas évident à gérer, mais c'est assez fabuleux. Si la théorie de l'inflation suscite un tel attrait, c'est en partie parce que ses prédictions peuvent être vérifiées par l'observation. Si cette théorie est valide, le ciel nocturne devrait fournir aux scientifiques des preuves. Imaginons qu'on puisse éteindre le soleil et enlever toutes les étoiles. Si nos yeux étaient capables de détecter l'énergie restante, nous verrions une gigantesque lueur rouge embraser le ciel. Ce rayonnement est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est le dernier vestige de l'intense chaleur produite par le Big Bang lui-même. Or, si l'on en croit la théorie, la violente expansion de l'espace pendant l'inflation a dû laisser une empreinte dans ce rayonnement. L'image d'un schéma de variation de température avec des points légèrement plus chauds et d'autres légèrement plus froids. Quelque chose comme ceci. Mais il faudra encore une dizaine d'années avant que la technologie ne soit capable de tester la validité de cette prédiction. En 1989, la NASA lance le satellite COBE, suivi par le satellite WMAP en 2001. Deux missions qui vont mettre la théorie inflationnaire à l'épreuve. Les instruments mesurent le rayonnement avec une précision remarquable. Les résultats sont stupéfiants. Les variations de température observées dans l'espace correspondent presque exactement aux prédictions de la théorie. Ce n'est qu'une théorie, des calculs jetés sur le papier jusqu'à ce que les prédictions soient confirmées. WMAP a mesuré ce que les maths avaient prédit. Et ça, c'est très convaincant. La théorie inflationnaire courait le risque d'être invalidée. Elle a fourni des prédictions, on a obtenu des données et elle a passé le test haut la main. Le travail d'Alan Guth, de même que celui d'autres physiciens, est salué comme un nouveau jalon sur la voie de la compréhension des origines de l'univers. Ce processus d'expansion... Mais bientôt, deux physiciens russes découvrent que les équations de l'inflation recèlent un fabuleux secret. Notre univers ne serait pas unique. Le premier de ces physiciens, Andrei Linde, a déjà apporté des contributions majeures à la théorie inflationnaire. Le second, Alex Vilenkin, a assisté à l'une des toutes premières conférences du jeune Alan Guth. Il a fait une présentation magistrale. Je ne l'avais jamais rencontré, mais ce que j'entendais était assez déroutant. D'un seul coup, l'inflation expliquait de nombreuses caractéristiques du Big Bang. C'était remarquable. C'est pourquoi l'univers est ce qu'il est. J'étais très impressionné. Pendant plusieurs mois, Alex Vilenkin ne cesse de penser à cette présentation. En général, mes idées me viennent sous la douche. J'avoue que j'y reste assez longtemps. Plus il réfléchit au processus d'inflation, plus il se demande ce qui pourrait y mettre un terme. Comment une région de l'espace pourrait-elle sortir de cette phase d'inflation? Que se passerait-il exactement au moment où l'inflation prendrait fin? En y réfléchissant, j'ai compris que la phase d'inflation ne finissait pas partout en même temps. Et si la phase d'inflation ne s'achève pas partout au même moment, alors il existe des régions de l'espace où elle est actuellement en train de se poursuivre. Dans ce scénario, le Big Bang n'est pas un événement unique. De multiples bangs se sont produits avant le nôtre, et d'innombrables autres bangs se produiront dans le futur. Dans ce nouveau modèle, aussi surprenant qu'inattendu, l'inflation s'est achevée dans certaines régions, mais se poursuit dans d'autres. De nouveaux Big Bangs se produisent perpétuellement, faisant naître des univers toujours plus nombreux.
Un multivers en éternelle expansion. Linde et surtout Vilenkin ont défendu cette idée que l'inflation puisse ne jamais s'achever. Le fait que ce gonflement puisse se reproduire encore et encore, engendrant univers après univers. Mais s'agit-il vraiment d'une révolution scientifique ou d'une simple théorie pleine de lacunes? Ce concept a été baptisé « inflation éternelle ». Voilà comment on pourrait se le représenter. Imaginons que ce fromage représente l'espace avant la formation des étoiles et des galaxies. Dans la théorie inflationnaire, cet espace est uniformément rempli d'une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie provoque une expansion de l'espace extrêmement rapide. De ce fait, des décharges électriques se produisent ça et là, des sortes d'étincelles d'électricité statique. Mais il faut raisonner à l'échelle cosmique. Ainsi, lorsqu'une décharge se produit, toute cette énergie est rapidement transformée en matière, sous forme de minuscules particules. Ce processus correspond à la naissance d'un nouvel univers, ce que l'on désigne traditionnellement sous le nom de Big Bang. À l'intérieur de ces nouveaux univers, comparables à des trous dans le gruyère, l'espace continue de s'étendre, mais à un rythme bien plus lent. Et parfois, des étoiles et des planètes se forment, comme nous l'observons actuellement dans notre univers. Parallèlement, en dehors de ces nouveaux univers, l'espace garde une densité d'énergie énorme et continue de s'étendre à une vitesse vertigineuse. Ce mouvement d'expansion crée de nouveaux endroits où l'énergie peut générer de nouveaux Big Bang et faire naître de nouveaux univers. Cela signifie que ce processus pourrait se dérouler indéfiniment. Autrement dit, selon la théorie de l'inflation, ce fromage ressemble plus à du gruyère, dans lequel de nouveaux univers se forment perpétuellement, créant un multivers. Le multivers est un corollaire de l'inflation éternelle. Pourtant, Alex Vilenkin ne va pas tarder à le découvrir, ce concept ne fait pas l'unanimité. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose d'important sur l'univers. Et je voulais partager ma découverte avec mes collègues physiciens. En premier lieu, Alan Guth. On sait que l'amplitude des fluctuations quantiques varie d'une région à l'autre de l'espace. Je pensais qu'il serait enthousiaste. Et donc, dans certaines régions, mais la rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu. L'inflation va durer plus longtemps que dans d'autres. Je lui exposais ma nouvelle vision de l'univers, les régions qui se dilatent, etc. Je me suis rendu compte qu'il était en train de s'endormir à moitié. J'étais évidemment très contrarié et je me suis dit qu'il valait mieux que je parte. L'un des problèmes que pose le multivers réside dans le fait qu'il semble impossible à déceler. Car si chaque univers s'étend, l'espace situé entre ces univers s'étend lui aussi. Cela signifie que rien, pas même la lumière, ne peut nous parvenir depuis l'un d'eux. Les physiciens n'ont pas très bien réagi à cette idée d'inflation éternelle. Dès que je leur annonçais que j'allais leur parler de choses qui dépassent notre horizon et qui donc, en principe, ne peuvent pas être observées, la plupart d'entre eux se désintéressaient de la question. Alex Vilenkin pense avoir fait une découverte majeure. Mais face au scepticisme de ses collègues, il décide à contre-cœur d'abandonner ses recherches sur l'inflation éternelle. Qui s'intéresserait à un univers qu'on ne pourra jamais voir? Ce scénario ne peut rien prédire, il ne peut pas être vérifié. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment de la science.
Comment avoir la moindre certitude alors qu'on ne peut pas observer le reste du multivers? On peut seulement voir notre petit nuage de galaxies en expansion. Il n'y a aucun moyen de savoir. On ne peut pas prouver que le multivers existe, on ne peut pas prouver non plus le contraire. Alors pourquoi y croirait-on? Alex Vilenkin tente d'oublier le multivers. En l'absence de preuves tangibles, ce concept semble dans l'impasse. Pour beaucoup de gens, quand on parle de choses qu'on ne peut pas observer, ce n'est pas de la science. Et pendant presque 10 ans, je n'ai pas réabordé la question. De son côté, le collègue d'Alex Vilenkin, Andrei Linde, entretient la flamme. Il a élaboré sa propre version de l'inflation éternelle et, contrairement à Alex Vilenkin, il ne se laisse pas décourager. Je suis peut-être un peu plus arrogant. Quand j'ai eu cette idée de multivers, j'ai compris que c'était peut-être la chose la plus importante que j'allais faire dans ma vie. Et si quelqu'un ne voulait pas en entendre parler, c'était son problème. Le chercheur publie plus d'une douzaine d'articles, mais son travail reçoit également un accueil mitigé. Il semble que personne ne veuille entendre parler de multivers. Si les équations de l'inflation éternelle avaient été les seuls indices de l'existence d'un multivers, l'histoire se serait sans doute arrêtée là. Mais le concept de multivers va se voir étayé par deux arguments scientifiques différents. Le premier est un modèle appelé la théorie des cordes, qui a été conçu pour expliquer le fonctionnement de l'univers à l'échelle de l'infiniment petit. Le second est une découverte stupéfiante faite par des astronomes explorant l'espace à l'échelle de l'infiniment grand. Une découverte qui semble incompréhensible s'il n'existe qu'un seul univers, mais qui prend tout son sens dans le contexte d'un multivers. Cette découverte concerne l'expansion de l'univers. C'est facile à expliquer avec une balle de baseball. Si je lance cette balle en l'air, on sait tous ce qui va se passer. Tout en montant, la balle va ralentir sous l'effet de la gravité. Les astronomes savaient que l'univers s'étendait, et ils supposaient que cette expansion allait ralentir à cause de la force de gravitation des étoiles et des galaxies, tout comme la balle ralentit à cause de la force de gravitation de la Terre. Mais en effectuant des mesures, ils ont découvert une chose incroyable, qui venait ébranler les bases de la physique. D'après les calculs, l'expansion ne ralentit pas, elle s'accélère. C'est comme si je prenais cette balle, que je la lançais, et qu'au lieu de ralentir au cours de sa montée, elle accélérait. Si on voyait une balle accélérer, on supposerait qu'une force invisible contrebalance la gravitation et